Et il y aura un petit changement dans le programme, mais donc aucune incidence pour vous, dans l'ordre des orateurs. Donc peut-être veux-tu commencer avec le premier orateur? Donc merci à tous d'être là cet après-midi et pas sur la plage au soleil. Donc on va commencer avec Olivier Meillat, qui est directeur de recherche à l'unité INSERM Détroit, diabète, athérosthrombose, océan Indien, et donc il va nous expliquer ce qu'est le microbiote. Donc, parce que je ne suis pas complètement spécialiste, en fait, je suis biologiste vasculaire, mais je m'intéresse de très près au microbiote. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le microbiote en des termes que je l'espère assez simples. Au sein de notre unité, nous nous intéressons donc au diabète, aux complications vasculaires du diabète et la part que pourrait jouer le microbiote, en particulier dans la prévalence très importante du diabète et des complications qui sont observées sur l'île de la Réunion. Donc, quelques définitions pour commencer. Qu'est-ce que le microbiote? Qu'est-ce que le microbiome? Qu'est-ce que le métagénome? Donc, des définitions, il y en a plusieurs, mais celle que j'ai retenue, c'est que le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes vivants dans un environnement spécifique. Donc, cet environnement spécifique, c'est ce qui, en français en tout cas, définit le microbiome. Ça peut être un organisme vivant, un animal ou un végétal, ou bien de la matière animale ou végétale, là encore une fois, non vivante. Et ce microbiote, il est constitué de bactéries, de levures, de champignons, de protistes, mais aussi de virus. Et pourtant, vous allez voir, même cet après-midi, on parle essentiellement de bactéries, parce que c'est ce qui est le plus étudié, et je vais même dire de bactéries intestinales, quasiment, qui vivent dans notre intestin, parce que c'est ce sur quoi les chercheurs travaillent le plus. Le métagénome peut être défini comme l'ensemble des gènes du microbiote, donc tous les gènes qui sont présents au niveau de ces bactéries, de ces levures ou de ces virus. En anglais, petite définition, parce que pas mal d'articles sont en anglais, le microbiome a une autre définition, qui est l'ensemble des micro-organismes et de leurs gènes. Donc, ce n'est pas l'environnement comme en français. Voilà, donc il y a une petite nuance à faire à ce niveau-là. Donc, il y a maintenant, dans les années 2010, une couverture de Nature qui a fait sensation, où le titre était « Notre autre génome », puisque le génome bactérien dans notre intestin est plus important en fait en nombre de gènes. Il y en a 100 fois plus que le génome humain, donc de l'hôte, ce qu'on appelle l'hôte. Et il y a plus de cellules bactériennes que de cellules du corps humain. Vous allez dire, mais comment c'est possible pour rentrer dans l'intestin? Bon, les bactéries sont un peu plus petites que les cellules eucaryotes. En plus, il y a beaucoup de tissus qui organisent le corps humain, mais il y a plus de cellules bactériennes dans l'intestin que dans l'intégralité du corps humain. Donc l'idée, c'est que ce nombre très important de bactéries peut constituer en fait un cœur métabolique ou un bioréacteur métabolique qui influence énormément en fait notre comportement métabolique avec des gènes exprimés par ces bactéries et donc des protéines ou des métabolites qui vont interférer, interagir, aider en fait le métabolisme de l'hôte. Donc le microbiote, il a un rôle essentiel dans l'évolution. C'est les bactéries qui ont inventé la photosynthèse, la respiration aérobie. Je vous l'ai dit, la flore intestinale, c'est 100 000 milliards de bactéries, plus de 1000 espèces, et ça peut représenter entre 1 et 5 kg, en général 1 et 2 kg du corps humain, dépendant de facteurs génétiques qui permettent de l'hôte qui permettent d'accueillir ou pas certains types de bactéries et des facteurs environnementaux, essentiellement l'alimentation. Donc certains décrivent le microbiote comme un espèce de géant dormant au sein de notre corps, et cette biomasse cellulaire au niveau à plus grande échelle, la biomasse est essentiellement d'origine microbienne sur Terre. Et la population microbienne écrase complètement les organismes multicellulaires dont nous faisons partie. Alors, on a tendance à classer, et là c'est un espèce de zoom qui est fait de classement de la vie, des grands domaines, des royaumes, des embranchements qu'on appelle aussi phylum, des classes, des ordres, des familles, des genres et des espèces.
Et vous verrez que lorsque on a abordé ce problème de microbiote, on s'est cantonné quasiment à ce stade-là des phylums et de définir des superfamilles en fait, de bactéries, et non pas, on ne s'est pas intéressé, au moins dans un premier temps, aux bactéries elles-mêmes telles qu'on peut les connaître. C'est un peu comme si on cherchait un individu recherché par la police et qu'on travaillait simplement au niveau du pays, et c'est la seule information qu'on a. Donc on a encore très pixelisé en fait dans l'image qu'on se fait du microbiote, parce que beaucoup d'études, vous allez le voir, on va vous en parler par la suite, se sont intéressées aux super grandes familles en fait de bactéries et très peu en fait aux individus, même si maintenant on y arrive avec les nouvelles techniques. Très rapidement, ça va vous être présenté par ailleurs. Il y a 4 superfamilles phylum qui sont très représentées chez l'homme: les Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactéries, Proteobactéries, et quelques autres phylums qui sont présents de manière minoritaire. En fonction des territoires que l'on considère, donc je vous ai parlé essentiellement des bactéries intestinales, mais il y a beaucoup d'autres surfaces internes ou externes qui sont colonisées par ces bactéries de manière commensale, pas du tout pathogène. Et vous voyez que la répartition en fait, de ces superfamilles est très différente en fonction des microbiomes considérés, donc des environnements spécifiques. On parle d'ailleurs de microbiote du côlon parce qu'essentiellement, c'est à partir des fécès qu'on va déterminer la carte d'identité de ce microbiote, et on n'a pas forcément accès aux parties les plus proches de l'intestin, l'intestin grêle ou même de l'estomac. C'est beaucoup plus difficile en tout cas d'avoir accès à ce type de prélèvement. Donc comment étudier le microbiote avant les techniques de séquençage de l'ADN, eh bien, ça reposait essentiellement sur l'aspect cultivable ou non de ces bactéries. Et finalement, on avait un accès relativement limité à ce qu'on pouvait cultiver dans des boîtes de culture dans les laboratoires de microbiologie. Ensuite est arrivé le séquençage et les techniques de séquençage de l'ADN, la mise en banque de beaucoup d'informations qui permettent de relier les séquences d'ADN à l'identité de certaines bactéries. Il y a le séquençage 16S, donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça marche, et le séquençage entier du génome des bactéries par métagénomique. Donc juste un petit point technique, puisque je fais l'introduction de cette session. Sur le 16S, on appelle ça le 16S, ça vient d'où ? C'est en fait l'ADN qui code pour un ARN de structure qui est spécifique aux bactéries qu'on appelle le 16S, donc qui est sur la petite sous-unité des ribosomes. Les ribosomes, c'est eux qui servent à la traduction, donc à traduire l'ARN messager en protéines. Donc c'est une organisation de cet ARN ribosomal 16S qui n'existe pas chez les eucaryotes, donc qui permet simplement d'aller amplifier l'ADN prokaryote. Et vous voyez que cet ARN a une conformation secondaire et tertiaire qui fait que ça fait ces petites usines à fabrique de protéines. Les régions en jaune moutarde sont hyper variables et les régions en noir sont conservées. Et c'est en séquençant en fait ces régions hyper variables qu'on va arriver à classer les bactéries. Après avoir fait une amplification de l'ADN, on arrive par le séquençage de ces zones hyper variables à avoir l'identité de ces bactéries. Donc quand on parle du séquençage 16S, eh bien, c'est qu'on a amplifié spécifiquement l'ADN codant pour l'ARN ribosomal et qu'on est allé déterminer la structure de la séquence de cet ADN, et on peut ainsi remonter à la grande famille des bactéries considérées. Depuis quelques années, c'est démocratisé le séquençage à haut débit qui permet en fait d'avoir des séquences intégrales du génome, en particulier du génome bactérien, mais encore une fois, on ne séquence que ce qu'on arrive à collecter. Donc si on collecte des bactéries dans les fécès, on aura simplement le séquençage de ces bactéries-là, et on aura une petite idée de la quantité de ces bactéries. Donc les plus nombreuses vont donner le plus de signal, et les moins nombreuses pourraient être complètement noyées
dans ce séquençage-là. Ça veut dire que si des bactéries sont très peu représentées, mais peuvent être à l'origine d'une maladie, on peut passer à côté par ces approches globales. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, une fois qu'on a la carte d'identité de ce génome, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des cartes métaboliques, on va mettre en lien, en fait, les bactéries présentes, par exemple, dans l'intestin, et les manifestations métaboliques, en particulier dans le cas de pathologie, ça peut être le diabète ou ça peut être d'autres pathologies. La composition donc, de ce microbiote, en particulier intestinal, est fortement influencée par l'environnement et par l'alimentation, mais ça, on va vous en parler. Mais comment est-ce que ce microbiote va influencer sur l'apparition de pathologies ? Eh bien, c'est via un certain nombre de médiateurs, de transmetteurs, on peut parler, microbiens, qui vont passer de l'intestin vers les différents organes. Donc, je ne vais pas parler de tous les médiateurs, parce que je sais que les intervenants après moi vont en parler, mais je vais commencer par vous parler des acides gras à courte chaîne, qui résultent en fait de la fermentation par le microbiote de fibres alimentaires, donc butyrate, propionate, acétate, donc que vous avez représenté ici. Donc c'est un produit, on va dire, de digestion des bactéries, qui va agir sur des récepteurs, qui va passer dans le sang, puis agir au niveau de récepteurs localement, par exemple, en particulier dans le tissu adipeux, avec des conséquences métaboliques sur la sécrétion d'insuline, sur l'accumulation de gras, sur la dépense énergétique, sur l'appétit ou sur la perception qu'on peut avoir au niveau du cerveau. Donc ces médiateurs sont bien identifiés, ce sont des métabolites du microbiote intestinal. Il y a d'autres molécules dont on vous a un petit peu parlé, qui sont les lipopolysaccharides, par exemple, ou les peptidoglycanes, qui sont en fait des morceaux de bactéries qui peuvent transloquer, passer dans la circulation sanguine ou bien dans la lymphe, et aller à leur tour activer des récepteurs spécifiques au niveau des différents tissus pour induire une réponse inflammatoire. Donc c'est ce qu'on appelle LPS et Toll-like récepteurs, qui sont des récepteurs relativement spécifiques induisant une réponse inflammatoire. Les acides biliaires sont aussi des médiateurs. Alors les acides biliaires primaires sont transformés par le corps lui-même à partir du cholestérol en acide cholique ou kénodéoxycholique, mais le microbiote met son grain de sel et va à son tour transformer ces acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires, qui eux aussi vont avoir des cibles à l'intérieur de l'organisme à travers des récepteurs, soit à la membrane des cellules, soit à l'intérieur des noyaux, modulant l'insulinosécrétion ou le métabolisme du cholestérol. Donc, vous voyez qu'il existe en fait des transmetteurs qui peuvent agir un petit peu comme des hormones, qui vont aller atteindre les différents tissus cibles et pouvant conduire à un certain nombre de pathologies, et les relations entre microbiote et un certain nombre de pathologies comme l'obésité, l'insulinorésistance, les pathologies hépatiques, stéatose, les troubles du comportement, les maladies cardiovasculaires, allergiques ou respiratoires ont été largement démontrées. Alors j'ai voulu, dans les 2-3 minutes qui restent, essayer de faire un petit focus, parce que personne ne va en parler, sur le microbiote oral, qui est en fait une autre porte d'entrée très importante de bactéries dans la circulation ou de métabolites bactériens. La bouche, en fait, c'est un microbiote particulier et il y a des relations très importantes qui ont été établies entre maladies cardiovasculaires et le microbiote oral, et en particulier lorsqu'il y a une parodontite. Les effets peuvent être indirects. Il y a une inflammation dans la bouche, elle a un retentissement systémique. Ça peut passer par les médiateurs dont je viens de vous parler, comme le lipopolysaccharide et les métabolites secondaires. Ou bien, et là c'est beaucoup plus probable, les bactéries peuvent carrément passer dans la circulation sanguine et atteindre les différents tissus. Donc, c'est une hypothèse qui est assez étudiée, où les bactéries de la sphère orale vont passer dans la circulation sanguine et atteindre les différents tissus vasculaires en induisant une inflammation locale, en empêchant la cicatrisation du thrombus ou en participant aussi à la sténose carotidienne par exemple, et ça a été beaucoup documenté dans les anévrismes de l'aorte abdominale. Le microbiote oral est très organisé. Donc là, on ne voit pas grand-chose, mais ce qu'on voit, c'est qu'ici, on est à la surface de la dent, et ici, on est plutôt à la surface de la gencive, on est dans la poche parodontale. Et ce que l'on visualise, c'est qu'il y a des colons, des bactéries qui colonisent en premier ces bactéries-là, ces espaces-là, puis
des bactéries qui arrivent beaucoup plus tard, qui sont organisées en complexes de bactéries, complexe orange ou complexe rouge. Quand on est en complexe rouge, c'est qu'on a une parodontite et qu'il y a des bactéries qui vont passer dans le sang. Ces bactéries du complexe rouge sont en haut de la pyramide, complètement anaérobies, et sont capables d'induire un certain nombre d'effets dans les tissus, et en particulier dans les tissus vasculaires lorsqu'il y a une lésion et un point d'accroche. Ça se visualise d'une manière histologique où le complexe rouge est en contact avec la gencive et avec ce tissu qui est fortement vascularisé. Et en cas de maladie, vous voyez des variations, des représentations de ces populations bactériennes. Pour terminer, bien, vous voyez que ces bactéries ont été largement identifiées au sein des tissus humains, et la preuve de concept a été faite chez l'animal lorsqu'on injecte un certain nombre de bactéries, dont Porphyromonas gingivalis, qui est la bactérie star de la parodontite, où on arrive à reproduire des pathologies humaines chez l'animal. Voilà, c'est ma conclusion pour dire qu'il n'y a pas un microbiote, mais des microbiotes. On passe probablement à côté de beaucoup d'informations. On est sur la partie émergée de l'iceberg. Je ne vous ai pas du tout parlé de virus, de levures, de champignons. On passe complètement à côté de ça. Pour l'instant, on est dans des systèmes où on est plutôt descriptif. On est à la recherche de mécanismes. Quelle est la part de la génétique de l'hôte? Quels sont les médiateurs? Je vous en ai monté 3 types, mais il y en a beaucoup plus. Quel rôle jouent ces médiateurs? Sont-ils des cibles thérapeutiques? Et comment peut-on modifier la composition du microbiote et de son impact sur les maladies cardiovasculaires et les autres? Merci de votre attention. Merci Olivier pour cette introduction très claire. Est-ce qu'il y a des questions à propos de la présentation? Donc moi j'en aurais une. Tu nous as parlé beaucoup du microbiote intestinal, de la plaque parodontale. Et est-ce qu'il y a un impact du microbiote cutané sur les pathologies, autres que les pathologies cutanées? À partir du moment où il y a une porte d'entrée, alors je n'ai pas fait la biblio spécifiquement sur ce microbiote, mais il faut voir qu'à partir du moment où il y a une porte d'entrée d'un quelconque microbiote qui a une circulation sanguine qui permet de distribuer en fait un certain nombre de médiateurs, il y a un impact. C'est quelque chose qui est très 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 peu étudié puisque il y a peu d'échantillonnage du microbiote cutané. Il y a quelques éléments sur ce qu'on pensait jusqu'alors être complètement stérile, le poumon, sur le microbiote présent dans le poumon et le développement plutôt de maladies respiratoires, mais on sait qu'il y a un certain lien aussi entre maladies respiratoires et maladies cardiovasculaires, donc tout est à faire à ce niveau-là. D'autres questions? Il y a un micro, on peut utiliser l'application WhatsApp. Bon. C'était une introduction, donc peut-être... Non, mais sinon, j'ai une autre petite question à te poser. Donc, on sait que dans le diabète et maintenant dans l'obésité, on a justement une augmentation du risque de maladie parodontale. Donc, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, et ton hypothèse, c'est que ça pourrait aussi passer en partie par le microbiote de la bouche? Alors c'est assez amusant la question dont tu l'as formulée, parce que tu m'as dit dans le diabète, dans l'obésité, il y a plus de parodontites, et moi je vais dire, parmi les gens qui ont des parodontites, peut-être qu'il y a plus d'obésité et de diabète, donc on ne sait pas dans quel sens ça fonctionne. Et une des hypothèses, effectivement, qui est en particulier vérifiée à Toulouse et à Paris dans l'équipe de Karine, c'est que oui, il y a probablement des éléments, soit de la paroi bactérienne qui vont directement aller activer les adipocytes, qui en l'occurrence ont ces toll-like récepteurs dont je vous ai parlé, les TLR, à leur surface. Donc ils peuvent être récepteurs de ces fragments bactériens. Il y a même une hypothèse qui dirait que les bactéries peuvent être retrouvées quasiment intactes au sein du tissu adipeux et pourraient maintenir un état pré-pro-inflammatoire participant à l'insulinorésistance. Donc il y a une étude en cours, notamment au CHU de La Réunion, qui vise à collecter le tissu adipeux et aller regarder si on a la présence de bactéries en fonction du diabète ou de pas diabète de ces sujets-là. J'avais juste une petite question technique, c'est qu'est-ce qu'il y a comme espèce animale dont le microbiote se rapproche le plus de l'homme? Est-ce que le modèle de la souris c'est pertinent ou pas?
Je n'ai aucune idée de la réponse, mais ce que je peux dire, mais que Karine pourra documenter un petit peu là-dessus, c'est qu'on dispose de souris axéniques sans microbiote et on est capable de faire du transfert de microbiote de l'homme dans la souris, donc d'humaniser en quelque sorte le microbiote de la souris. Après, d'aller travailler ou essayer de contrôler le microbiote probablement de primates, c'est très en lien avec l'alimentation, donc probablement qu'une alimentation omnivore doit être requise à ce niveau-là. Mais quand tu humanises, ça n'induit pas une réaction immunologique particulière? À ma connaissance, non. Mais pourquoi c'est toléré alors qu'on injecte un truc aussi différent? Alors c'est injecté dans le tube digestif, hein. C'est pas quelque chose c'est pas une septicémie ou voilà. Après, en général, sur les souris axéniques, j'ai pas connaissance qu'il y ait une réaction immunitaire particulière. Merci Olivier.